Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, en vos titres et qualités. Vous avez répondu nombreux à l'appel de Waterloo, et ça, ce sera la partie importante du programme. À l'appel, j'allais dire de l'empereur, mais c'est sans doute pas ça, et en l'occurrence, vous aurez sur la scène le maréchal Ney dans un instant, ce qui n'est pas mal non plus. Mais tout d'abord, puisque cette soirée est estampillée soirée collège des alumni, et que nous avons un bouquet d'alumni récents, je me dois de vous présenter en quelques mots à la fois le Collège des alumni et puis aussi les alumni qui nous ont fait le plaisir d'être là. Le Collège des alumni ne dit en fait très mal son nom, puisque normalement les alumni, ce sont les anciens d'eux, les gens qui sont passés par une institution, et dont on attend qu'ils gardent des liens de fidélité avec cette institution. Ici, c'est pas ça, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les gens qui ont déjà un rapport avec une des académies, que ce soit ce qu'on appelle la Thérésienne, l'Académie royale de Belgique, avec ses désormais 4 classes. La classe des arts, la classe des lettres et des sciences morales et politiques, la classe des sciences et la classe technologie et société fondée nouvellement. Ou alors des personnalités qui ont été invitées à l'occasion d'une séance officielle d'une des classes. Ou alors des chercheurs qualifiés du FRS-FNRS. Et en citant le Fonds national de la recherche scientifique, je veux aussi saluer et dire à quel point, en m'exprimant au nom du bureau du Collège des alumni, saluer les gens qui sont les chevilles absolument ouvrières de ce Collège des alumni, qui sont Marie-Jo Simoun, qui est l'administrateur délégué du Collège des alumni et aussi du Collège Belgique, Aïda Kazarian, qui est sans qui, dont l'enthousiasme apporte beaucoup au collège, et puis Alice Droix, qui en est la secrétaire et qui vous accueille à l'entrée. Ce que l'on tâche de faire, c'est renforcer des liens, créer, pas une assuétude, mais entre des gens qui ont déjà, des personnalités qui ont déjà été invitées dans le cadre des activités officielles d'une des académies, et de lui proposer différentes choses, dont notamment l'une ou l'autre soirée comme celle-ci, qui sont à thème. Ça nous a permis d'accueillir Steve Houben, Jean-Philippe Toussaint, Michel Noiret, d'autres. L'idée est chaque fois d'être un lieu de rencontre qui passe par-dessus les clivages de disciplines ou autres, et qui typiquement fasse rencontrer les artistes avec les sciences de la nature, les sciences du vivant, les sciences sociales et les sciences humaines ou les sciences de l'ingénieur. Et je dois dire que, à ce titre-là, le panel d'alumni réunis ce soir, ils ne sont pas tous là, est assez brillant. Je vais vous les présenter dans une seconde. Dire aussi, et il n'est pas là, il devrait nous rejoindre sans doute un peu plus tard, que tout ça n'existerait pas sans le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, Hervé Asquin, qui a vraiment rénové l'Académie royale en lui donnant une impulsion et en la rénovant telle qu'on n'avait plus vue depuis Quetelet, c'est-à-dire depuis un siècle et demi. Et en créant un petit véhicule, le Collège des alumni, un grand véhicule que vous connaissez sans doute davantage et qui est le Collège Belgique, avec son cycle impressionnant de conférences. Et toutes ces conférences, comme cette séance de ce soir, sont filmées et ensuite podcastées, c'est-à-dire disponibles sur Internet. Il y a aujourd'hui une vidéothèque de quelques 900 captations d'événements comme celui-ci. C'est assez extraordinaire d'avoir réussi ça en quelques temps, en quelques années. Alors, c'est mon plaisir d'appeler sur la scène, si j'ose dire, les différents alumni. Je vais peut-être changer, ça se fait très bien, sans effet Larsen, changer de micro, qui nous ont fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Et je vous ai dit, j'ai un peu googlisé sur vous et je trouve que c'est exactement ce que l'on souhaite, une assemblée de talents très épanouis, à vrai dire, très remarquables. Alors, je vais d'abord appeler Christophe Colette, qui est un chercheur qualifié. Un chercheur qualifié. Peut-être, on va prendre une photo de famille, et puis après, votre supplice sera terminé. Vous pouvez peut-être vous placer sur la scène. Je pense que l'idée, c'est de vous applaudir aussi. Et si j'ai bien compris, vous êtes un chercheur qualifié au FNRS, au FRS-FNRS, en sciences appliquées,
spécialiste d'optique, de télescopes, de senseurs, de ce que l'on appelle les mécatronics. Voilà. J'appelle peut-être maintenant sur la scène Jürgen de Pilsen, qui est compositeur et musicologue, et qui a obtenu un prix de la classe des arts. Je vous suggère de l'applaudir également. Alors, je vais peut-être être pas trop long. Dans l'ordre alphabétique, je vais me tourner vers Tatiana Debroux, qui est ici à travers la classe des arts et qui a notamment réalisé une thèse de doctorat intitulée « Des artistes en ville, géographie rétrospective des plasticiens à Bruxelles, 1833-2008 ». Je vous présenter également, mais si vous ne le connaissez pas déjà, Samuele Furfari, qui est expert européen auprès de la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne et professeur de géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles et qu'on entend beaucoup sur nos ondes pour tout ce qui concerne les énergies fossiles. Donc il est le grand connaisseur. J'appelle maintenant Nathan Goldman, chercheur qualifié aussi au FNRS à l'ULB. Et alors là, j'ai trouvé un texte qui me paraît d'une poésie, mais qui m'est un peu inaccessible, disant que vos recherches visent notamment à produire des isolants topologiques en manipulant des atomes froids placés sur une puce pour explorer les phases exotiques. Et j'en suis resté là. Je me tourne... Alors, attendez. Je pense que... Oui, je n'ai peut-être pas assis au premier rang. Je voulais appeler le docteur François Mouachi-Abia Rémier, voilà, qui s'est très modestement placé tout au fond alors que sa place était tout devant, qui travaille à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. On est collègues comme cela via cette grande structure Belspo dont on a annoncé la disparition et qui a obtenu... botaniste a obtenu le prix Laurent de l'Académie royale de Belgique par sa classe des sciences. Sophie Opfergelt n'est pas là. Je voulais saluer Marc Pirlet, qui est écrivain et qui a reçu un prix, tout récemment d'ailleurs, de l'Académie royale de langue et littérature de Belgique pour son dernier roman, Histoire de Bruna, qui n'est pas un documentaire, parce que, évidemment, attendez, je vais reprendre le micro, en effet, parce que c'est tout l'art de l'auteur, mais qui raconte les souvenirs, jusque-là totalement gardés pour elle, d'une octogénaire liégeoise échappée des camps de la mort. Et puis, je me tourne vers Daniel Salvatore Schiffer, dont certains d'entre vous auront aussi entendu parler, car on l'entend, on le voit aussi dans différents médias, et qui est, je ne sais pas si ça lui colle trop à la peau, mais qui est le spécialiste incontesté du dandisme, qui est d'une activité prodigieuse, puisque si je m'en fie aux dernières publications, et je vais évidemment citer, étant donné ses liens avec l'Académie royale de Belgique, 2 livres qu'il a fait paraître dans la Pochothèque, autre belle création, belle série lancée il y a quelques années par Hervé Asquin. Métaphysique du dandisme, c'est paru en 2013. Et Le clair-obscur de la conscience, l'union et l'âme et du corps selon Descartes, c'est toujours paru en Académie de Poche, en Pochothèque, en 2015. Mais entre-temps, il a eu l'occasion d'écrire un livre sur Lord Byron, un autre sur Oscar Wilde, et on attend le suivant sur... Et puis enfin, je me tourne vers Sophie Verheyden, qui est également, je dirais, une collègue via Belspo, travaillant au Musée royal de l'Afrique centrale, et qui est à la fois
je vous salue, qui est à la fois docteur de la VUB, enseignant à l'ULB, une belle synthèse fédérale, et une spécialiste aussi, notamment de choses qui m'intéressent beaucoup, qui sont les analyses, notamment d'isotopes, à travers les techniques d'ablation laser, ICP, MS, mais là on rentre dans de la technique. Vous aurez perçu, par cette brève présentation qui ne donne qu'un échantillon, les alumni sont aujourd'hui plus de 500. Si on prend depuis le lancement en 2009, je vous propose d'applaudir l'ensemble des alumni ce soir. Merci. Et tandis que l'on prend une photo de famille qui devrait se trouver, comme l'ensemble de cette séance, sur le site de l'Académie royale de Belgique. Je vous remercie beaucoup. Et maintenant, je vais introduire ce qui va faire l'essentiel de la soirée. Et qui est cette manifestation, alors que à l'aube, à l'approche des commémorations du bicentenaire, Waterloo 1815, Waterloo 2015. La soirée va se dérouler en deux moments. D'abord, j'avais demandé au professeur Philippe Raxon d'évoquer en 2 fois 15 minutes Waterloo 1815, mais sans parler de la bataille, de la stratégie, en tâchant de mettre l'événement en perspective, et puis de parler de Waterloo 2015, des commémorations, puisque le professeur Raxon, professeur à l'Université de Liège, est également membre du comité d'accompagnement scientifique international de la rénovation du site de Waterloo. Et ensuite de quoi, et il était en plus, je dois ajouter, grand spécialiste du phénomène de la commémoration et du travail de mémoire, en quelque sorte, de façon plus générale. Ensuite de quoi, et ils vont arriver dans un instant, je me propose de faire un entretien avec Francky Simon, qui est le scénographe et le coordinateur de la reconstitution de la bataille des 19 et 20 juin. Et nous diviserons cet entretien à questions-réponses en deux. D'abord parler de la logistique et de son parcours personnel. Et puis vous verrez vous avez été accueillis par le maréchal Ney, c'est lui, mais également un cuirassier, un grenadier de la garde, un Hollando-belge, et un Hollando-belge, disais-je, oui, et un combattant britannique. Mais je ne voudrais pas commencer sans saluer aussi au passage la présence d'autres personnes qui nous viennent de Waterloo. La bourgmestre de Waterloo, Florence Reuter, m'a fait savoir qu'elle ne pouvait vraisemblablement pas se libérer. Il y a vous imaginez bien que Waterloo est sous pression, il y a des réunions, le compte à rebours a plus que commencé, tous les responsables sont très requis. C'est pour ça que je suis très très reconnaissant envers tous ceux qui ont pu se libérer ce soir. Mais je voulais saluer la présence qui se cache dans le fond de la salle d'Yves van der Kreuzen, échevin de la commune de Waterloo. Mais vous savez sans doute ou certainement que Yves van der Kreuzen est la personne qui depuis 3 décennies, Yves, quelque chose comme ça, a le plus fait pour le rayonnement du nom et de tout ce qui s'est passé de culturel, d'historique sur le territoire de la commune. Je pense qu'il a visité le monde entier, il a pris son bâton de pèlerin dans le monde entier pour faire rayonner la commune de Waterloo. Et je propose qu'on l'applaudisse parce que c'est un travail remarquable. Et puis très courtement, avec un tout petit peu d'émotion évidemment, je voudrais aussi saluer la présence de mon père, Philippe de Calataille, qui est le conservateur du musée Wellington à Waterloo, qui vient de sortir un livre et qui passe pour un des meilleurs connaisseurs de la dite bataille. Et qui fait que vous imaginez bien, j'ai grandi, ainsi que mes frères, avec la bataille de Waterloo inscrite dans les gènes. C'est une chose... On s'est beaucoup promené sur le champ de bataille, à notamment récolter des balles. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Philippe Raxon. Il lui demandait de me rejoindre sur le podium. Ce micro-là, comme ça, ici, là. Alors merci d'abord pour votre présence, merci pour les mots d'accueil de François de Calataille. Et effectivement, je vais me livrer à un exercice en 2 temps. En l'occurrence, une réflexion sur la raison ou une des raisons pour lesquelles Waterloo est encore dans notre mémoire collective 2 siècles plus tard.
par un petit parcours mémoriel, ou à travers un petit parcours mémoriel. Et dans un deuxième temps, c'est plus l'acteur témoin de cette expérience préparatoire en vue du bicentenaire qui parlera donc de son expérience, tout en étant aussi un historien des commémorations. Et donc c'est une posture un peu paradoxale qui sera la mienne lors de la deuxième phase de mon exposé. Alors, pourquoi Waterloo? Pourquoi cette consistance? Pourquoi cette densité mémorielle? Une journée de bataille et une réputation universelle qui traverse les générations, qui traverse les siècles et qui continue de s'imposer dans des proportions en plus inédites, puisque à la fois la reconstitution dont on va vous parler, mais les infrastructures liées au mémorial, les travaux de rénovation qui concernent aussi d'autres lieux, sont des opérations inédites dans la mémoire de Waterloo. Pourquoi? Alors je ne pourrais qu'être bref, évidemment, mais peut-être d'abord parce que la bataille de Waterloo est le récit par excellence. Le récit au sens où l'entendent les scénaristes, la story. Waterloo, le déroulement des événements pendant cette journée, sur lesquels je ne reviendrai pas, constitue un scénario idéal, avec des rebondissements, avec un climax, avec apogée, avec conclusion, surprise, rebondissement divers. Il y a incontestablement cette dimension-là. Et là, l'événement lui-même est un récit, et les récits du récit vont se multiplier au fil du temps, utilisant tous les supports possibles de diffusion, que ce soit la littérature, l'iconographie, le cinéma, la statuaire ou que sais-je encore. D'autre part, c'est incontestablement aussi une bataille symbole, un tournant. Il y a un avant et un après, même si effectivement la vraie défaite, c'est 1814. Le travail de transformation, c'est le Congrès de Vienne qui a achevé ses travaux le 9 juin 1815, quelques jours avant Waterloo. Il n'empêche qu'on a un épisode final où finalement il y a une période clôturée, celle de la Révolution et de l'Empire, de l'Europe napoléonienne, et une nouvelle Europe, celle du XIXe siècle, avec ses contradictions et son aventure qui nous mène à l'époque contemporaine. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que très vite, cette bataille va s'ancrer dans la mémoire, c'est-à-dire va trouver les moyens, effectivement, de se positionner dans cette mémoire. Alors, au départ, les choses sont floues dans les premiers jours, ne fût-ce que par la dénomination de la bataille. Le Moniteur, journal officiel du gouvernement français le 22 juin, parle de la bataille de Mont-Saint-Jean. Un épisode funeste et glorieux. Et déjà, la mémoire française se fixe autour de ces deux concepts, funeste et glorieux, la défaite glorieuse, qui sera aussi le titre d'un ouvrage important en 2006 sur la mémoire de la bataille de Waterloo. Et il y aura, dans la tradition mémorielle française, beaucoup de difficultés à assimiler cette bataille, comme en témoigne le peu de monuments français, et en tout cas même leur absence au XIXe siècle, comme en témoignent aussi les rebonds de l'histoire elle-même, puisque la défaite de Sedan de 1870, avec un Napoléon III, qui était le guide de la France d'alors, va en quelque sorte surajouter sur l'impression de défaite de 1815. Pour les Prussiens, le nom de la Belle Alliance sera celui qui sera retenu, et pendant longtemps, et de manière d'ailleurs un peu même permanente, Bismarck détestait le nom de Waterloo, il lui préférait Belle Alliance. Et en fait, les fluctuations de référence à la bataille de la Belle Alliance sont en partie liées aux relations entre l'Allemagne et l'Angleterre, qui sont très variables, qui vont évidemment se dégrader à la fin du XIXe, mais surtout au début du XXe siècle, alors que s'est amorcé un rapprochement entre l'Angleterre et la France. La bataille de la Belle Alliance, devenue Waterloo, est aux yeux d'un Bismarck et de beaucoup d'autres
en quelque sorte un rapt britannique, voire une escroquerie, Wellington s'attribuant par le nom même la victoire de cette bataille aux dépens de ses alliés prussiens, aux dépens de Blücher. Au demeurant, c'est plutôt la bataille de Leipzig de 1813 qui va occuper le devant de la commémoration au début du XXe siècle. En 1913, la grande commémoration impériale de la bataille de Leipzig va créer une sorte de paravent à une référence à la bataille de Waterloo de 1915, ou à la commémoration de la bataille de Waterloo de 1915. Mais évidemment, à cette époque, je vais en reparler, le monde avait basculé. Quant au nom même de Waterloo, eh bien, on le sait, c'est lié au quartier général de Wellington, c'est lié au fait que sa dépêche, la dépêche qu'il rédige pendant la nuit, est datée de Waterloo et que le 23 juin suivant, le Times parle de la Victory of Waterloo. Et c'est donc le Times et sa puissance médiatique qui va initier la référence à cette bataille de Waterloo, qui très vite donc va constituer l'occasion d'un récit. Et bien entendu, en particulier, à travers la vague des écrivains romantiques qui vont s'emparer de ce récit, mais de manière plus prosaïque et plus pragmatique, le champ de bataille lui-même est très vite le lieu d'une fréquentation extrêmement importante, en partie à cause de l'importance de la communauté britannique à Bruxelles à l'époque, couplée aussi à l'actualité et à la médiatisation des romantiques anglais. Et donc, très vite, le champ de bataille est un centre d'attraction, au sens qu'il attire. Et des infrastructures vont déjà se développer. Elles sont modestes pendant le XIXe siècle. C'est plus au début du XXe siècle que le site, l'espace plus général de la bataille va s'enrichir, au point qu'il faudra une loi de protection en 1914 pour protéger ce champ de bataille, une loi extrêmement originale et précoce qui a permis, je dirais, d'avoir encore un lieu préservé par rapport aux événements de 1815. Néanmoins, dès le début les premières années après la bataille, des éléments de l'ordre déjà finalement du tourisme mémoriel se mettent en place, que ce soit via des anciens combattants comme le soldat Cotton qui va jeter les bases d'un premier musée, que ce soit à travers des guides témoins de la bataille, plus ou moins témoins, mais le touriste n'est pas nécessairement regardant, que ce soit des éléments comme l'observatoire de Napoléon, où bien entendu Napoléon se trouvait lors de la bataille de Waterloo. Ce ne sont pas seulement des infrastructures de cette nature qui se mettent en place, mais aussi des réalisations statuaires, des monuments, avec en 1818 le monument prussien, qui est de la part du roi de Prusse, qui est le premier monument du genre. Et il est vain d'imaginer qu'en 10 minutes, je vais vous faire le récit des constructions monumentales de Waterloo. Sachez que à la fois cet espace et les alentours vont se garnir de stèles, de monuments, de plaques diverses dans les différents lieux emblématiques, notamment les fermes, de telle manière qu'il y a là, je dirais, une géolocalisation mémorielle tout à fait remarquable en termes de référence et de conservation à travers le temps. Alors si Waterloo a également traversé le temps, c'est parce que pendant le XIXe siècle, le souvenir de cette bataille a été intimement associé aux destins nationaux. Et on sait que le XIXe siècle a développé la référence à la nation, les sentiments nationaux et finalement aussi les constitutions nationales. Les différents acteurs de cette bataille, conduits par des chefs qui étaient eux-mêmes des personnalités fortes, que ce soit Napoléon, Wellington ou Blücher, ce sont des figures qui sont propices à développer autour d'elles un imaginaire puissant. Les différentes nations donc vont s'emparer peu ou prou de Waterloo pour nourrir ce qu'on appelle le roman national. Le roman national, celui qui se diffuse,
qui se diffuse par tous les moyens, depuis le théâtre jusqu'au manuel scolaire. Roman national britannique, évidemment, avec l'impérialisme britannique libéré de la puissance française et qui va s'épanouir à travers le monde, ce qui explique aussi la multiplicité des noms de Waterloo dans l'héritage anglo-saxon du monde. En ce qui concerne la France, je l'ai dit, cette défaite glorieuse, cette défaite qui draine, je dirais, également une facette de l'héroïsme, sachant aussi que si à Waterloo, Napoléon a rencontré sa dernière défaite, sa dernière victoire s'appelle le mémorial de Sainte-Hélène. Et dans notre culture francophone, évidemment, il y a de puissants noms qui ont véhiculé la mémoire de Waterloo au point de déformer les événements historiques et de continuer à les déformer en dépit d'efforts divers et variés. Je veux par exemple évoquer Victor Hugo. Quant aux Allemands, la complexité même de la constitution de l'Allemagne et le processus de constitution de l'Empire allemand a rendu pendant un temps difficile une homogénéité de la mémoire de cette bataille parce que était rendue difficile une homogénéité de la mémoire de Napoléon, notamment parce que des composantes de ce qui serait le futur empire allemand avaient été des alliés de la France napoléonienne. Néanmoins, le fait qu'un Français ait pris Berlin, le fait que les troupes françaises aient occupé la Prusse, le fait que Fichte s'est appuyé sur ce levier pour développer un sentiment national allemand lorsque dans ses leçons, il parlait pour les Allemands, aux Allemands et rien qu'aux Allemands, signifie bien combien le souvenir de cette époque a nourri, a alimenté un sentiment national qui avait fort à faire autour de la Prusse pour finalement créer un empire allemand. Alors, bien entendu, aujourd'hui, nous ne sommes plus au XIXe siècle. Le XXe siècle a drainé de nouvelles phases de cette mémoire de Waterloo, de nouvelles visions de cette bataille de Waterloo, de nouvelles significations. Et en aucun moment, le souvenir de Waterloo a été absent, même aux moments les plus tragiques. Et évidemment, c'est irrésistible. Je voudrais évoquer très brièvement, puisqu'il me reste 3 minutes sur ce point, la Première Guerre mondiale, car là-bas se loge le centenaire de la bataille de Waterloo. Clin d'œil évidemment au bicentenaire, 1915. Un centenaire, comme pour le bicentenaire, envisagé plusieurs années avant la guerre. Et l'idée était un centenaire placé sous l'auspice des relations pacifiques entre les peuples. C'était plutôt raté. Alors on pourrait se dire, mais les combattants de 14 avaient autre chose à penser qu'à Waterloo. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Le tout premier document distribué aux Belges envahis, le 4 août 14, est donc un document qui est censé expliquer pourquoi des troupes allemandes violent la frontière belge. Ça n'est pas un document, je dirais, banal. Eh bien, dans ce premier document diffusé aux populations ébahies, abasourdies par l'invasion, référence est faite à la bataille de Waterloo. Et les choses sont présentées de manière telle, nous, soldats allemands, nous venons vous défendre contre une invasion française qui va se préparer, comme nos ancêtres l'ont fait à Waterloo, préparant ainsi votre indépendance nationale. Alors, c'est ici précisément que la mémoire est quelque chose de formidablement malléable. Et la mémoire de Waterloo s'adapte à toutes les circonstances. Et c'est ça qui en fait aussi un objet fascinant et un objet survivant. Et un objet qui va traverser le temps parce que c'est un corps mémoriel malléable que cette bataille de Waterloo. Malléable au point que les Anglais et Français dans le même camp en 1914, face au centenaire de Waterloo, vont devoir développer beaucoup d'inventivité pour à la fois se souvenir d'une bataille, et c'est indispensable pour les Britanniques qui ont besoin de références historiques pour mobiliser aussi la nation, et puis à la fois aussi pour les Français qui vont
et c'est la République pourtant, convoquer Napoléon. Napoléon sera convoqué comme un fantôme qui sera au-dessus de l'épaule de Joffre ou au-dessus du poilu, et des cartes postales en témoignent pour leur dire « allez-y, continuez, battez-vous de cette manière ». Le centenaire de Waterloo à Londres est quelque chose de fascinant car, incontestablement, et il faut relire le Times, c'est avec un grand tact, pas le mot tact, avec beaucoup de tact, que les autorités, les médias, l'opinion anglaise abordent le centenaire en réduisant les commémorations prévues, mais en ne les esquivant pas, et surtout en essayant de trouver au fond des parentés, des phénomènes de porosité entre Français et Anglais le 18 juin 1815, alors qu'ils s'étripaient. Et Napoléon devient un peu l'égal de Wellington dans le Times, et c'est simplement une sorte de Wellington qui n'a pas eu de chance. Eh bien, cette évolution du discours britannique sur Napoléon dans le contexte de la Première Guerre mondiale est impensable quelques années, quelques décennies plus tôt. Cette malléabilité de l'événement à travers sa mémoire est extrêmement significatif. Du coup, les effets des événements du XXe siècle vont influencer l'image qu'on en a. Regardez le Waterloo de Bondarchuk, qui date de 1970, réalisateur russe. Vous verrez combien l'image des Prussiens est très connotée, combien, au fond, nous ne sommes pas face à des Prussiens, mais face à des Allemands. Ceux aussi qui ont laissé une image dans nos imaginaires via 14-18, via 39-45. Et puis, bien entendu, la construction européenne est venue matiner cette mémoire. Le 175e anniversaire de la bataille était en quelque sorte placé sous ses auspices. Du coup, on comprend mieux qu'on va vers une sorte de commémoration qui est assez consensuelle parce que nous n'en sommes plus à l'époque des États-nations et parce que la mémoire de Waterloo a intégré la diversité des mémoires spécifiques plus brutales du XIXe siècle pour en faire quelque chose qui soit de l'ordre de l'événement, du passé commun, de ces lieux communs de l'Europe, au fond, qui vont influencer le destin des Européens. Et c'est sous cet angle que la mémoire a évolué. Voilà pour ma première partie, qui est donc un panorama extrêmement bref et rapide de la mémoire de Waterloo. Il me reste 10-15 minutes pour évoquer, au fond, cette fois, le making-of du mémorial, puisque making-of était dans l'invitation, via donc cette posture étrange d'historien des commémorations et d'acteur, témoin, petit, de la commémoration dans le cadre de membres du comité d'accompagnement international, scientifique international, pour la rénovation du site de Waterloo. Alors, je vais prendre un peu une sorte d'angle un peu en biais, en disant que quand on écrira l'histoire du réaménagement du site de la bataille, en particulier du hameau du Lion, en prévision du bicentenaire, sans doute que les historiens demain vont choisir des axes de réflexion qui prendront différentes directions. Et c'est très clair que le bicentenaire sera un objet d'histoire. Il faut encore attendre un peu, il faut au moins qu'il ait lieu pour qu'il devienne un objet d'histoire. Donc ici, je vais me contenter de quelques repères, donc fruits un peu de mon expérience, c'est-à-dire dans le cadre de l'élaboration du mémorial proprement dit. Alors, l'ASBL, qui a cadré, je vais en reparler, l'élaboration du mémorial, existe depuis un certain temps. Il y a plus d'un quart de siècle, en vue du 175e anniversaire de Waterloo, qu'elle a été créée. Et c'est en coordination avec elle, donc l'ASBL Bataille de Waterloo 1815, que nous allons travailler depuis 2004, déjà, donc il y a plus de 10 ans, date de la création de ce comité scientifique d'accompagnement, qui était constitué par des représentants de chaque pays concerné, belligérants, en l'occurrence la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la France. Et nous avons travaillé de concert, sous la houlette et
l'orientation de Yves van der Creuzen. Je suis content que François de Calataï l'ait cité. Yves van der Creuzen, échevin de la culture de Waterloo, alors directeur de l'ASBL, véritable cheville ouvrière du projet à l'origine, et c'est lui rendre historiquement justice que de dire que sans lui, il est probable que le mémorial n'aurait pas vu le jour, tout simplement, tant les obstacles furent nombreux à lever au fil du chemin, des recours des riverains en passant par toutes sortes d'autres problèmes juridiques et conflictuels. Alors le rôle de ce comité scientifique, et pour des historiens c'est évidemment passionnant de s'investir dans une réalisation en 3 dimensions de quelque chose qui se distille via des études historiques. Donc les comités, très rapidement, son travail était d'accompagner, de valider chaque phase de ces immenses travaux dans un esprit de collégialité et depuis le début, c'est-à-dire depuis les travaux des bureaux d'architectes jusqu'aux travaux qui vont commencer, des travaux quand même, pour vous donner une idée, qui sont gigantesques, puisqu'il s'agissait maintenant d'enterrer un espace muséal de 6000 mètres carrés, long de plus de 110 mètres et large de 50. Pour vous donner une idée, les travaux de terrassement, ça signifiait retirer 48 000 mètres cubes de terre pour les charger sur 3 000 camions. Donc, à part la butte du Lion, il y a peu d'exploits de cette nature. Et enfin, évidemment, cautionner et valider la phase scénaristique de la scénographie, c'est-à-dire le contenu, ce que les visiteurs vont découvrir, plus particulièrement en relation avec l'association La Belle Alliance, les scénaristes, selon une procédure qui faisait que le comité scientifique n'apportait pas des éléments, qu'il était là pour valider les éléments que les scénographes apportaient. Et c'est une procédure qui me semble saine. Alors, le comité devait évaluer et faire des recommandations après chaque étape sur l'évolution des travaux. Alors, notons sans entrer dans les détails, et les historiens de demain le feront, que ces phases de conception ont été ralenties considérablement par des zones de turbulence conflictuelle de haute intensité. En particulier, je vois qu'il y a des connaisseurs de Waterloo, en particulier à 2 moments, et je ne vais vraiment pas entrer dans les détails, je n'en ai pas le temps, j'ai l'excuse parfaite aujourd'hui. En particulier donc à 2 moments où des recours ont été introduits devant les tribunaux, entraînant de longues procédures devant le Conseil d'État, les plaintes de riverains devant les modifications de chantier au début du gros œuvre et l'attribution du marché de la scénographie, en particulier le combat en 2013-2014 entre Tempora et le consortium Belle Alliance qui finalement décrochera le marché. Ces périodes sont qualifiées de chômage technique par les membres du comité scientifique. Le processus conduisant à la rénovation du champ de bataille de Waterloo est ponctué de jalons. Alors, je ne vais vraiment qu'en épingler quelques-uns, et surtout sur la fin, parce que c'est la phase accélératrice. Alors, en avril 2013, une nouvelle direction va prendre la tête de l'ASBL Bataille de Waterloo 1815, avec Serge Kubla, bourgmestre de Waterloo, comme président, et Vincent Scourneau, bourgmestre de Braine-l'Alleud, comme administrateur délégué. Et le 22 avril, une conférence de presse importante est organisée où est présenté un programme de 4 jours de commémoration, et c'est un peu le creuset de ce qui nous attend les 18 juin et jours suivants, en insistant sur la liaison avec l'inauguration du mémorial et l'achèvement de la rénovation du panorama de Waterloo qui sera relié au mémorial, vous verrez quand vous le visiterez. C'est la période de cristallisation des manifestations commémoratives telles qu'elles vont donc se dérouler, en particulier les reconstitutions dont on va très vite parler. L'ASBL Bataille de Waterloo 1815 est donc chargée de coordonner les projets qui gravitent autour de bicentenaires, et il ne faut pas la confondre avec l'intercommunal
Bataille de Waterloo 1815, qui est une SCRL, elle, qui est présidée depuis 2008 par Nathalie Duparc Locmaria, conseillère communale à Braine-l'Alleud, et qui rassemble les communes dont les territoires aujourd'hui sont concernés par la bataille, soit Braine-l'Alleud, Genappe, Lannes et Waterloo, ainsi que la province du Brabant, wallon, comme acteurs. Et là, le rôle de l'intercommunal est de gérer le site du Hamon, les infrastructures touristiques, et elle gère par exemple, depuis octobre 2011, le centre d'interprétation en remplacement de la Société française Culture Espace. Donc on voit simplement qu'il y a différents acteurs dans cette commémoration, dans cette gestion de la commémoration, et la multiplicité des acteurs est sans doute une des raisons de la complexité, je pense, pour arriver à un dénouement qui sera le bicentenaire proprement dit. Autre temps fort, 4-7 novembre 2013, le World Travel Market de Londres, le plus important salon du tourisme au monde pour les tours opérateurs. Le tourisme mémoriel est mis en valeur, extrêmement important pour les anglo-saxons, en plus couplé avec le centenaire de 14-18, et les autorités, en particulier wallonnes, comprennent l'importance de cette nouvelle dimension du tourisme et des ressources formidables que Wallonie-Bruxelles possède en la matière. C'est à l'occasion de ce salon que le ministre Furlan, alors ministre du Tourisme du gouvernement wallon, va présenter parmi les éléments structurants du bicentenaire son initiative de mettre en valeur la route Napoléon en Wallonie, valorisée à partir d'un projet mis en place depuis 2012 pour mettre en lumière toute une région concernée par la campagne de Belgique de juin 1815. Un guide vert Michelin est édité, soutenu par Wallonie-Bruxelles Tourisme dans cette perspective. Alors, est-ce que le bicentenaire était alors sur les rails de la sérénité? Loin s'en faut, puisque le 22 novembre 2013, Yves van der Kreuzen va démissionner de son poste pour des raisons qu'il explique. Je cite, « La multiplication des intervenants dans la préparation du bicentenaire rendant difficile et plus que stressant le pilotage ou la coordination de ces manifestations, les pressions de tout type ont ces derniers mois fortement altéré ma santé. Il est donc sage d'arrêter les dégâts. » Pour le comité scientifique, c'est un choc. Alors que l'élaboration du contenu de la scénographie est loin d'être avancée. Mais en janvier 2014, il est remplacé par Étienne Claude, qui est notamment directeur du musée Wellington, et qui va réussir l'exploit de, en quelque sorte, mobiliser le comité scientifique et mener avec beaucoup de savoir-faire le relationnel, la coordination avec les scénographes de la Belle Alliance. Ça, le tournant a été remarquablement pris grâce à lui. Quelque temps plus tard, début 2014, l'attaque est portée sur le guide vert Michelin. Aujourd'hui, ne cherchez pas le guide vert Michelin dans les librairies, il a été retiré de la vente compte tenu du procès en cours intenté par la commune de Braine-l'Alleud contre l'éditeur pour utilisation abusive du nom de Waterloo pour désigner la bataille de Waterloo. Et si vous avez un exemplaire acquis avant cette procédure, conservez-le bien, car il ne sera pas non plus diffusé pendant l'année du bicentenaire, puisque la fin probable du procès est a priori prévue pour 2016. Et donc pour un livre de cette nature, c'est évidemment un enterrement de première classe. Donc le bicentenaire a fait l'objet de puissantes tensions que les historiens vont décortiquer après l'événement. Il a mis en scène des partenaires à géométrie variable, avec à commencer la région wallonne et 40 millions d'euros d'investissement, l'investissement général qui est le plus gros en la matière de toute l'histoire de la Wallonie-Bruxelles. Or, la portée de l'événement est évidemment absolument considérable, avec des retombées de toutes sortes, mais bien sûr économiques aussi, car, vous en entendrez encore parler, mais Waterloo va drainer un public qui vient du monde entier. Il le fera encore et il ne cessera de le faire. C'est véritablement un repère mondial qui est destiné, je pense, à perdurer dans ce sens. Alors, c'est pourquoi les querelles intestines ont
ont tendance à avoir pesé, bien entendu, sur une dynamique saine dans cette perspective et cette responsabilité d'être la vitrine du monde. J'arrive à ma conclusion. Le comité scientifique va découvrir le mémorial le 21 mai prochain, et pour chacun de ses membres, c'est la fin d'une longue aventure et une expérience inoubliable. Philippe de Calataille est dans la salle. Il était aussi membre du comité scientifique. Nous avons de bons souvenirs ensemble. On retiendra néanmoins que la seule fois où les recommandations du comité scientifique international n'ont pas été suivies, c'est en fin de parcours pour le dernier acte, concernant le nom du mémorial. Le comité scientifique avait vivement recommandé « Mémorial de la bataille de Waterloo ». Mais comme vous le savez sans doute, ce sera, et c'est déjà, Mémorial 1815. D'emblée, le lieu de mémoire a perdu son lieu. Cela dit, nul doute que le souvenir de Waterloo survivra, comme il l'a fait depuis 2 siècles. Et le Mémorial 1815 trouvera sa place aux côtés de structures muséales aussi célèbres que le Mémorial 1863, le Mémorial 1859, le Mémorial 1916, voire le Mémorial 1415. Ceci dit, même si les mémoriaux sont en quelque sorte un peu prisonniers de leur époque, sont-ils des numéros ? La réponse est claire pour les concepteurs, par exemple, des mémoriaux des batailles de Gettysburg, Solferino, Verdun et Azincourt, pour éclairer votre lanterne par rapport à ma précédente énumération. Je ne doute pas que lorsqu'un historien écrira l'histoire du bicentenaire de Waterloo, et c'est un clin d'œil aux scientifiques de cette salle, la communauté internationale, la communauté historienne internationale, aura en réserve pour lui, pour cet historien, de ces anecdotes si savoureuses dévoilées lors des congrès et des colloques. Mais ce qui compte en définitive, c'est le visiteur. Et comme au théâtre, ce qui compte, c'est qu'il oublie l'envers du décor pour ne retenir que les exploits de la scène. Je vous remercie. Pour la seconde partie de cette soirée, qui va nous faire vivre de plus près et au plus près la reconstitution. Je vous propose de les applaudir. Je vais peut-être vous demander de vous placer devant l'écran, sur la scène. Alors, cette soirée, en réalité, il y a aussi un petit making-of à cette soirée. Il se trouve que Francky Simon, qui est le scénographe, qui est le grand maître d'œuvre des reconstitutions qui vont avoir lieu les 19 et 20 juin, et vous serez plus de 100 000 à y assister, est aussi un collègue à la Bibliothèque Royale, nous entendons bien. On se tutoie normalement, bien entendu, mais on ne tutoie pas le maréchal Ney, car il est le maréchal Ney. Et je vais lui demander tout d'abord de présenter, on y reviendra, mais très brièvement, les différents reconstitueurs qui nous ont fait le plaisir d'être sur la scène ce soir. Commencez par les Français. Donc ici vous avez un caporal de la garde, un grenadier de la garde, qui est en tenue de route. Donc il est avec sa capote et son pantalon de route et ses guêtres. Reconnaissable aussi, évidemment, avec son bonnet d'ours. Comme il est grenadier, c'est un corps d'élite. Il porte, évidemment, les épaulettes rouges et le sabre-briquet. Tu entends, Augustin ? Le sabre-briquet qui est derrière, avec son havresac, qu'on appelle le butin. Alors ici, vous avez un 7e cuir. Donc c'est le 7e cuirassier qui était avec Traverse, qui était sur le flanc droit français. Donc c'est aussi un régiment d'élite, puisqu'il porte la grenade, les épaulettes rouges et le plumet rouge. Donc les cuirassiers faisaient partie de la cavalerie lourde et qui était chargée à enfoncer les lignes. Alors il a aussi son mousqueton et son sabre qu'on appelle une latte, parce que les cuirassiers se battaient uniquement en coup de pointe, en coup d'estoc.
il se battait, lui, il se battait assis, il ne se battait jamais debout, comme par exemple pour des chasseurs qui peuvent se lever sur la selle. Lui, évidemment, avec sa cuirasse, il avait des problèmes techniques pour se lever. Et il est assez lourd aussi. Alors après, vous avez un Hollando-Belge. Lui, il faisait partie du 7e de ligne, Hollando-Belge, et c'est de la brigade Byland. C'est la seule brigade qui était en face des troupes françaises, parce que Wellington avait une petite peur, je ne sais pas pourquoi, des Hollando-Belges. Je pense qu'il avait peur qu'ils se retournaient contre lui. Et d'ailleurs, dans un des bouquins, on explique qu'à un certain moment, il s'est dirigé vers eux, et les officiers de Wellington l'ont tiré. Non, c'est les Hollando-Belges, il ne faut pas être devant. Et ça, vous avez ici, il n'est pas en bonne tenue, je ne sais pas ce qui s'est passé chez lui. Donc c'est un Anglais, évidemment, du 19 foot. Et je peux pas, il n'est pas au point. Donc voilà. Mais il faut un habit rouge pour vous présenter, quoi. Merci Francky. On va tout de suite passer dans le vif du sujet en posant les quelques questions, en plantant le cadre, et un cadre avec quelques chiffres. Et donc, c'est peut-être de rappeler à tous ici ce soir combien de reconstitueurs, c'est le terme de l'Académie, retenu par l'Académie, tout à fait officiel, combien de reconstitueurs attend-on, combien d'infanterie, combien de cavaliers, combien de pièces de canon, et qu'est-ce que ça représente par rapport aux autres reconstitutions qui ont été faites jusqu'à présent dans le monde pour l'époque napoléonienne. Donc ça, c'est la plus grande reconstitution mondiale napoléonienne. Donc on compte plus ou moins 6000 reconstitueurs, voilà, erreur. Reconstitueurs. Donc vous avez, en effectif, vous avez 2000 Anglais, vous avez 1000 Prussiens et 2000 Français. Et vous avez les accompagnants et accompagnantes, donc qui sont vivandières ou cantinières. En termes d'artillerie, on va plus ou moins arriver à une centaine de pièces d'artillerie. En termes de cavalerie, il faut compter plus ou moins dans les 350 à 400 cavaliers. Et ils vont arriver quand et ils bivouaquent où? Combien de bivouacs? Alors, ils partent, déjà, il y en a une partie qui va faire Ligny, donc il y en a qui vont rester toute la semaine, et ils vont faire des marches de Ligny à Waterloo. Et les bivouacs, on a repris les bivouacs comme à l'époque, donc la Garde est au dernier quartier général de Napoléon, donc le musée du Caillou. Un peu plus loin, vous avez tout ce qui est la ligne, l'artillerie et la cavalerie, c'est là où il y avait la ferme Rossomme. Et alors, chez les Anglais, c'est Hougoumont. Une fois que, pour le placement de 6000 hommes, il n'y a pas de répétition par définition, j'imagine. C'est impossible. Comment se fait le placement? Juste avant les représentations qui vont commencer tard. Voilà. Donc c'est la même chose. Donc évidemment, on représente ce qui s'est passé à l'époque, et toutes ces personnes qui sont mordues vont dormir aussi comme à l'époque, donc dans de la paille. Il y en a qui veulent dormir à la Belle Étoile, il y en a qui vont dormir un peu plus luxueusement dans les tentes qu'ils n'avaient pas. Le système employé est le système qui a été mis en œuvre par les troupes anglaises, hollandaises, prussiennes et françaises. Et le placement se fait comme une hiérarchie à l'époque. Donc il y a un commandant en chef qui va le transmettre à un autre commandant, qui va le transmettre à un autre commandement, et ce que le capitaine, qui arrive à la fin, va le transmettre à ses soldats. Les transmissions, ça se fait par GSM? Alors non, on n'emploie pas de GSM. Sinon, on aurait peut-être gagné. Grouchy serait venu à temps. Donc, il n'y aura pas un GSM sur le champ de GSM, non. J'ai juste une petite oreillette. Je suis le seul à avoir l'oreillette. Et c'est uniquement en cas de blessé. Une oreillette tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. Il en faut un deuxième quand même. Voilà, oui. Bon, je veux dire, je suis en relation avec Dieu. Oui. Voilà. Justement, s'il y a des blessés, alors pas pour rire, là ils sont venus, ils ont promis, vous voyez que le cuirassier est sans son cheval, mais les armes ne sont pas chargées réellement. Mais le jour de la bataille, le maniement, tout ça, ça peut effectivement engendrer, et simplement le nombre de personnes en action, ça peut évidemment engendrer des blessés, on n'espère pas plus. Quelle est la procédure en cas de... Alors on emploie la procédure qu'on emploie dans toutes les reconstitutions. Donc s'il y a un blessé, c'est directement prendre le fusil, prendre le shako ou le chapeau, le mettre sur la baïonnette et le lever. Donc directement, distinctement, on sait qu'il y a un problème. De là, si avec mon oreillette, je veux voir directement ce qui se passe. De là, je dis, voilà, personne à évacuer ou pas. Ou j'appelle directement les services de santé si jamais s'il y a une bobologie, on va dire. Et de là, directement, il y a un acheminement sur le service d'ACS. Et pour le service, le service médical, ce sont des gens avec une grande croix rouge qui pénètrent sur le champ de bataille devant tous les spectateurs, ou bien vous avez prévu plus subtil? En premier, c'est vraiment le service de santé impérial qui sont des vrais médecins belges, il y a des Français aussi qui sont là, qui sont habilités à pouvoir faire les premiers soins. Mais portant l'uniforme. Et portant l'uniforme. Oui. Et là, s'ils n'ont pas la scie d'époque, ça ils n'ont pas, ils ont le bon matériel
sûr et certain qu'on ne va pas blesser la personne. Et ils peuvent directement procurer les premiers soins. On n'a pas donné le nombre de nationalités qui vont représenter les 6000 reconstitueurs. Alors il y a 52 pays qui ont demandé. Et les plus lointains sont il y a l'Australie, Nouvelle-Zélande, les États-Unis, la Russie. Il y a même une personne de Madagascar. L'unité de cavalerie venant de plus loin, parce que ça, c'est quand même, ça suppose une logistique différente. Nouvelle-Zélande. Il y a des cavaliers qui viennent de Nouvelle-Zélande. Ils viennent pas avec leurs chevaux. Hein. D'accord. Si je vous dis Frank Sanson, Alan Larsen, Klaus Beckert, ça évoque qui? Ça évoque tous les grands personnages qui vont jouer le rôle donc, de Napoléon, de Blücher et de Wellington. Parce qu'il y a des stars. Et je crois même que dans le cas de Blücher, il y a une particularité. Alors la famille Blücher est toujours active et a donné l'autorisation de faire la doublure de Blücher. Donc il a tout à fait le consentement de faire cette doublure. On a parlé de bivouac. On n'a pas dit qu'il y avait un régiment qui avait une faveur spéciale, peut-être? C'est acquis ou c'est en train de se négocier? C'est négocié déjà, puisqu'ils ont fait comme ça à l'époque. Donc on reproduit, c'est le régiment de Baylan qui a dormi au même endroit où ils se sont battus. Donc c'est-à-dire sur le flanc droit français, à côté de la Sablerie. Et ils ont dormi et ils vont reproduire ça ici à cette bataille aussi. Donc ils seront avant tout le monde et ils vont faire un bivouac comme à l'époque et vont manger comme à l'époque devant le public avant la bataille. On peut peut-être rappeler l'heure du début de la représentation, les 19 et 20 juin, alors, et pourquoi on a choisi cette heure assez tardive? Comme on doit représenter la bataille, donc on la commence, on ne sait pas faire de 11h30 à 21h, c'est impossible. Donc, et par le nombre aussi, c'est impossible. Donc on a commencé la bataille vers 19h30, 20h, et pour arriver vraiment vers la fin de la bataille, vers 22h, 22h30, à la tombée de la nuit, comme à l'époque. Là, évidemment, ça va être on l'a déjà fait plusieurs fois à ce moment-là, et vous allez avoir les dernières détonations, et ça va donner une atmosphère bien tombante avec la fumée. D'autant qu'il y a de la pyrotechnie. Et la pyrotechnie, donc tout ce qui va être explosif, explosion, fumée, va donner encore un dynamisme en plus. Et reconstitution de la Haie Sainte, d'Hougoumont. Donc des fermes qui étaient présentes aussi, d'Hougoumont et de la Haie Sainte. Et on va faire le cimetière pour l'attaque des Prussiens. Et alors, en préparant l'exposé, Francky m'a dit que la pyrotechnie, c'est pas si facile. Il y a la fumée blanche, la fumée noire, j'ignorais. Mais ce qui est particulièrement difficile à faire, c'est reconstituer enfin, pas particulièrement difficile, mais dangereux parce que toxique, c'est la fumée noire, c'est-à-dire quand un fusil décharge, c'est la fumée blanche, mais quand on fait brûler une ferme, c'est plutôt de la fumée noire. Donc elle est toxique, la fumée noire est toxique, donc on doit trouver un système pour qu'on voit qu'on brûle cette ferme d'Hougoumont, enfin le château. Et c'est la difficulté parce que si on prend la fumigène, ça va être toujours blanc et on ne verra pas cette différence. Donc on doit trouver un superfluge pour qu'on voit que cette ferme brûle, quoi. Parler un petit peu du financement de l'ensemble de l'opération. C'est dommage qu'Étienne Claude, qui avait annoncé sa présence, ne soit pas là parce qu'il est le mieux placé, ou certainement Yves van der Kreuzen, bien sûr, pour l'ensemble de la manifestation. Mais alors plutôt évoquer le fait que ces 6000 reconstitueurs sont vraiment des passionnés, parce que ce n'est pas l'enrichissement personnel qui les motive. À 25 €, on n'est pas riche. Hein. C'est une... Peut-être en venir alors à votre parcours de maréchal Ney. Oui, j'ai dit que je vous voyais le maréchal Ney. En rappelant, peut-être, en quelle année vous avez le virus a été inoculé et en combien de temps vous êtes passé général et maréchal Ney, et pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut comme aptitude pour être reconstitueur et pour dire « Ah, mais celui-là, il ferait bien le maréchal Ney ». Alors j'ai commencé en 1799, dans la guerre des révolutions. Et donc comme simple soldat, j'ai monté les grades par connaissance et par bravoure, sûrement, je ne sais pas. Et donc je suis arrivé à lieutenant, capitaine, et à un certain moment, j'ai dû passer à cheval parce que la reconstitution et la bataille de Waterloo devenaient trop fortes et trop grandes. Je ne savais plus, donc j'ai dû remonter à cheval, que j'avais appris quand j'étais petit. Et là, ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais assez fougueux à cheval, je perdais mon chapeau, et la presse m'a donné directement le titre de maréchal Ney. Et ben voilà, je le porte. Mais il y a une importance absolument vitale à être un excellent cavalier. Il vaut mieux tenir bien à cheval. Oui, ça, c'est une obligation. Alors je le dis, Francky est vraiment quelqu'un qui a transcendé son destin, puisqu'il a
il a pris avantage, c'est de l'anglais littéral, du fait d'avoir cette bibliothèque royale qui est merveilleuse, pour se documenter au plus près et connaître les manuels du soldat, des différentes armes parfaitement. Et ça crée évidemment, au moment de faire manœuvrer des troupes, c'est une connaissance qui n'est pas précieuse, qui est absolument essentielle. Donc ça aussi c'est très important, c'est d'avoir évidemment, on est à la source de ces ouvrages. Et donc on a les sources primaires, donc il faut travailler toujours avec des sources primaires et pas avec des sources contemporaines. Donc comme on emploie et qu'on n'invente rien, donc tous les règlements, c'est des règlements d'époque. Donc pour le maniement de l'arme française, c'est le règlement de août 1791 qui est appliqué au tout début par un seul soldat ou 3 soldats, on va dire pour l'écolage, c'est l'école du soldat, puis c'est l'école du peloton et puis l'école du bataillon. Et pour être un officier convaincant sur le terrain, il faut connaître ces 3 règlements et les appliquer sur le terrain. Puisque toutes les personnes qui viennent de n'importe quel pays, vont parler différentes langues, mais ils vont appliquer la première langue qui est le français sur les maniements et sur les mouvements de troupes. Donc, dans le fond, on ne l'a pas dit, mais tous les ordres seront donnés soit en français, soit en anglais. Voilà, toutes les ordres, il n'y a pas d'anglais, c'est tout en français. Tout en français. L'ordre est donné en français, maintenant... Non, mais je parle les 19 et 20 juin, ouais. Tous les ordres seront donnés pour les 6000 reconstitueurs, en français. Ouais, pour les Français. Pour les Français, et en anglais, ça, voilà. comme ceci. Oui. On n'a peut-être pas évoqué, et ça vaut la peine, le fait que les reconstitutions comme phénomène en soi, et ça, on revient à ce que Philippe Raxon évoquait sur l'essor justement des manifestations mémorielles, c'est un phénomène qui est relativement récent, qui a pris beaucoup d'ampleur. Peut-être un petit mot à ce sujet. D'après le départ, c'est parti des États-Unis, mais les États-Unis avaient une petite histoire par rapport à l'Europe. Je pense que ça a commencé il y a une trentaine ou 35 ans. Et les anglo-saxons sont arrivés avec ça, et puis ça en est arrivé en Europe. Évidemment, nous, on a une histoire assez riche. Donc il y a eu différents mouvements qui se sont créés. On peut arriver de faire les Romains, passer par les Normands et monter comme ça dans le temps. Et évidemment, pour nous, c'est intéressant de faire cette épopée napoléonienne pour la beauté, pour nous, des uniformes. Et aujourd'hui, vous participez bon an, mal an à des manifestations dans combien par an, dans quel pays, où ça? Austerlitz, Borodino. Oui, c'est ça. Pour la plupart des personnes qui sont ici, on a fait quasiment toutes les campagnes. Moi, j'ai commencé en 1799, à 1800, je me suis retrouvé à Marengo et j'ai fait toutes les campagnes d'Italie. Puis on a remonté, on a fait les campagnes d'Allemagne, d'Autriche, d'Espagne, du Portugal, de Russie. J'ai même été à Malte. Voilà. Vous m'avez dit, Maréchal Ney, que vous aviez, dans une autre reconstitution, incarné un autre rôle, Eugène de Beauharnais, avec mission de prendre la redoute à Borodino et d'appeler Napoléon Papa, ce qui est assez amusant. Mais que là, c'était peut-être pas en termes de reconstitueurs, parce que vraiment, les 19 et 20 juin, avec 6000 reconstitueurs, ça va être un record, mais en termes de public, à Borodino, près de Moscou, c'était un record. Avec combien de public Il y a eu pour Borodino, il y a eu 250 000 personnes. Oui, on ne sera pas loin, mais enfin, de ce chiffre-là. À quoi va ressembler 5 minutes dans la vie de Francky Simon, Maréchal Ney, le 19 juin à 20h12 À mon avis, je serai dans le personnage de ce maréchal et... je serai la tête, comme lui, je suis un peu une tête folle aussi, donc je veux dans tous les sens et je ne sais même plus par où il faut aller à la fin. Avec un très bon cheval, non? Je vais prendre 2 chevaux là. Deux chevaux. Voilà. Francky m'a dit qu'il a, et vous le verrez dans le film du Mémorial 1815, qui est un film en pas 360 degrés, mais presque. 180 degrés. Francky fait cabrer son cheval. Vous avez bien sûr reconnu Francky sur l'invitation. C'est le maréchal Ney qui charge sur l'invitation. La photo était projetée lors du début de la séance. Je vous propose maintenant de nous intéresser aux reconstitueurs, peut-être de façon plus précise. On a déjà présenté chacun. Peut-être dire un mot sur le poids. Le poids de l'équipement de chacun, mais pas sur le champ de bataille, mais lors de mouvements, et donc le poids avec le havre-sac et tout l'équipement du combattant. Donc pour exemple, pour un fusil, c'est 4,5 kg, que ce soit un modèle 1777 ou un modèle hollandais ou un Brombaisse. Donc c'est plus ou moins le poids équivaut. Il faut savoir que l'arme anglaise tire des plus grosses balles et que l'arme française tire des plus petites balles.
Pour le Havresac qui est derrière les deux, le 7e de ligne, c'est fait en peau, donc c'est pour l'imperméabilité. Et le soldat, quand il était en garnison, avait 25 kilos réglementaires, mais dès qu'il partait, évidemment, c'était éliminer le maximum pour avoir un havresac plus léger et de le remplir de ce qu'il pouvait trouver en maraudant pour savoir revendre. Et la chose la plus primordiale pour l'homme, c'est la nourriture. Donc c'était emmagasiner un maximum de nourriture. Peut-être justement au moment de la bataille, donc qui dure des heures, qui dure la journée, enfin de la fin de la matinée jusqu'à la fin de l'après-midi, en termes de nourriture et surtout de boissons, qu'est-ce que les combattants ont sur eux? Alors, normalement, ils devraient avoir la gourde. Augustin en a une bonne. Je ne sais pas si Ron a la gourde. Voilà, là, ça, c'est la typique de la gourde anglaise, on va dire, qui est employée par les Hollandais aussi. Et c'est la seconde gourde qui est employée par les Français. Et souvent était d'ailleurs changée pour avoir une coloquinte. L'eau qui est employée dedans, comme l'eau, à l'époque, était préférable à boire de la bière ou du vin, puisque l'eau n'était pas très sûre. Les Français, pour essayer d'éviter tous ces problèmes de contagion avec l'eau, ils mettaient dedans du vinaigre et de l'eau de vie. Et les Romains avaient déjà utilisé ce système, ils appelaient ça le posca. Le vinaigre jouant le rôle d'antiseptique et l'eau de vie écrasant les goûts, enfin tuant le goût du vinaigre par-dessus. et en termes d'alimentation, manger, alors, il n'y a pas à l'époque, il n'y a pas de conserve, donc c'est toujours un problème. Donc vous pouvez avoir tous des légumes secs, de la viande séchée. Si vous étiez en garnison, vous pouvez avoir du biscuit. Mais le biscuit, tellement qu'il était dur, vous devez obligatoirement le tremper dans un liquide, dans du vin ou autre chose. Et les Hollandais, eux, mettaient ça, nous on appelle ça vulgairement le sac à pain, et eux pouvaient mettre cette nourriture dans ce sac-là. Et combien de cartouches? On a une idée du nombre de cartouches qu'un chaque homme d'infanterie avait? Logiquement, c'est 30 cartouches dans la giberne, et je crois que c'est 60 ou 90 dans le havresac. Et ça suffit pour tenir la journée, ça? À mon avis, oui. Hein. Oui. De coups, on fera une démonstration d'armement dans un instant. Peut-être un mot sur la couleur des uniformes. Je pense que tout le monde on a dans l'idée que la célèbre réplique de Malbrook, tirez les premiers, messieurs les Français, donc c'est le moment où les armes sont peu précises et où c'est finalement l'unité d'élite, c'est celle qui retient le feu le plus longtemps parce que elle accepte d'avoir des pertes dans ses rangs, mais moins de pertes, et au moment où elle livre le feu, elle abat la ligne en face. Peut-être un mot sur les couleurs. Bleu chez les Français, rouge pour l'armée anglaise. Ça a toujours été comme ça? Oui, non? Et quel est le but? Ça a changé, les couleurs ont changé. Au départ, c'était les Français qui avaient du rouge, puis c'est les Anglais qui ont pris le rouge. Le rouge était, évidemment, si vous étiez blessé, ça ne se voyait pas, ni sur le bleu. Par contre, c'était un problème quand vous avez du blanc. Et au début, avec le blocus continental, les Anglais avaient bloqué tout l'arrivage de l'indigo. Et les Français avaient essayé de prendre la tenue blanche, mais qui n'ont pas tenu longtemps et qui ne l'aimaient pas du tout. Non seulement parce que ça se voyait fort quand vous saignez, et non seulement ça se salissait très vite. À propos de salissure et de tenue blanche, un petit mot sur l'expression faire mouche. Alors faire mouche, c'était quand vous faisiez de l'escrime. Donc vous mettiez la chemise et le gilet, et il noircissait l'épée d'escrime avec du bouchon. Et quand il touchait, ça faisait mouche parce qu'on voyait le point noir, et c'était la mouche. Donc ça veut dire que vous avez été touché. Dans une bataille napoléonienne, quand l'infanterie monte contre l'infanterie, comme l'attaque de Drouet d'Erlon, à quelle distance on lâche le feu? Alors, ici, Drouet d'Erlon, donc, ils sont arrivés face à Bylandt. Bylandt a reculé. Et quand ils ont reculé, la tactique, c'était de déployer la colonne. Et quand ils ont déployé, ils devaient être, je dirais, à 70, 50 mètres, et ils faisaient le feu. Et évidemment, ce qui s'est passé, c'est que les Anglais, c'était dans les vallons, eux sont montés, il y avait une haie vive, ils ont commencé à ouvrir le feu, les Anglais ont ouvert le feu sur les Français, et juste à ce moment-là, vous avez la grosse charge de cavalerie qui est rentrée dans les colonnes françaises, et c'est comme ça qu'ils ont pris 2 drapeaux, donc le 45e et le 105e de ligne. Et la puissance de ce tir nourri lâché à 75 mètres ou moins est effroyable. Il y a les morts, mais vous m'expliquiez, maréchal, que une balle sur une cuisse, une jambe cassée, ça vaut l'amputation, et de toute façon la personne est... Donc dès que vous aviez une balle qui vous touchait l'os, et que vous avez, quand vous cassez un membre, l'effet de flou dans ce membre, c'était l'amputation, il n'y avait pas d'autre moyen de soigner, quoi. Une chose intéressante aussi, on en a dit un mot, mais contrairement aux films où on voit les gens qui peuvent faire du corps à corps de baïonnette dans un rapprochement très près,
Apparemment, non. C'était très rare. Non, donc c'était assez rare, le contact physique de la baïonnette était vraiment rare en bataille. Il y avait toujours un des deux qui craquait, soit l'un reculait, ou soit l'autre partait en arrière, quoi. On va s'intéresser de plus près aux différents reconstituants, en commençant peut-être par le cuirassier, le 7e cuir, très impressionnant. Là aussi, j'avais comme j'imagine certains d'entre vous, pour avoir vu trop de films et des films hollywoodiens, l'idée de la charge au galop, la charge héroïque, la charge de la brigade légère. En parlant un peu, on me dit que c'est pas du tout ça, et pour une raison très simple. Donc le problème, quand vous faites un film, si l'action n'a pas de dynamisme, elle donne rien à l'écran. Donc, on vous a menti, c'est pas comme ça que ça se fait. Au fait, une charge de cavalerie est tout à fait fausse. La charge de cavalerie, elle se fait d'abord au pas, et puis ils avancent au trot, et au maximum le grand trot. Pourquoi ? Parce que si vous cassez l'alignement, vous perdez l'ordre. Si vous cassez l'ordre, vous perdez le choc. Et si vous perdez le choc, vous perdez la bataille. Enfin, vous perdez le combat, en fait. Donc, eux devaient essayer d'arriver le plus possible groupés à un point bien défini. Par exemple, pour un carré, c'est les coins les plus faibles. Il faut savoir que pour la largeur d'un cheval, c'est 23 baïonnettes. Donc, il n'y a aucune possibilité, si vous n'avez pas un appui d'artillerie ou d'infanterie sur ce carré. Et le grand galop, alors, il est réservé pour quel type de mouvement ? Alors, souvent la retraite, ou alors vraiment, si vous savez vous avancer, mais à Waterloo, ça a quasiment été impossible. Pourquoi aussi ? Parce que si vous partez au galop, évidemment, vous demandez beaucoup plus d'efforts à votre cheval, et votre cheval va être plus vite fatigué. S'il est plus vite fatigué, vous savez l'employer moins souvent. Et le but est de tenir une cavalerie le plus frais pour justement avoir des actions bien définies. Une question personnelle, maréchal. Par bataille, quand le maréchal Ney charge à la tête de ses troupes, et on sait qu'il est courageux, combien de chevaux perd-il blessés ? Et il y a... Alors ici, à Waterloo, combien ? Et en général, combien ? Alors bon, comme il était acharné, le Ney, là, il voulait y aller. Il a perdu 5 chevaux. Et il se mettait assez souvent devant le front, mais à un certain moment, évidemment, pour ne pas prendre la première décharge, il s'effaçait sur un côté ou sur un autre côté, quoi. Il ne restait pas devant, comme on voit dans les films, évidemment, sinon il n'aurait plus de maréchal Ney directement, quoi. Ouais. Mais par après, évidemment, il était vraiment au front de la bataille et il a perdu quand même 5 chevaux. Oui. Ce qui est le Rougeot avait l'habitude, voilà, avait le corps complètement contusionné, cicatrices, dit-on, 27 ou je ne sais plus combien. Un mot du grenadier de la garde. Je me tourne vers Augustin, qui travaille aussi à la Bibliothèque royale, et je suis très heureux d'avoir sur la scène de l'Académie royale de Belgique ce soir. Rappelez la taille minimale pour en faire partie de la garde ? Au début, c'était très, très haut, et puis ça a diminué parce qu'ils avaient évidemment ça a diminué parce que ça s'éliminait aussi, on va dire. Ils se battaient quand même, ces gens. Donc, c'était à partir d'un mètre 72, vous pouvez faire partie de la garde, et par les années aussi de service, vous montiez à la garde. Il faut savoir qu'aussi, je ne sais pas si tu veux en parler, mais la garde était très mal aimée. Mais bien payée. Mais trop payé. Et c'est la raison pour laquelle elle était mal aimée. Mais quel était le différentiel de paye par rapport à... il y avait le soldat, la garde en tant que soldat avait la paye d'un sergent de ligne. Oui, ce qui fait une différence. On peut peut-être procéder à une démonstration de la charge décollage en 12 temps et 18 mouvements, et peut-être rappeler une expression que nous avons tous en tête, 2 temps, 3 mouvements. On va faire ça en 2 temps, 3 mouvements. D'où ça vient ? Ça vient justement, on va vous montrer. Donc, c'est l'école de base du soldat, c'est dans l'école du peloton, et c'est la charge en 12 temps. Donc, il va détailler tous les mouvements. Ce n'est pas la charge de guerre. La charge de guerre, c'est la charge à volonté. Ici, elle est détaillée pour que le soldat sache vraiment faire correctement ce maniement d'armes. Et surtout, vous allez voir que le canon n'est jamais en contact avec son voisin de droite ni de gauche. Je vous laisse faire. Charge en 12 temps. Chargez. Ouvrez. Net. Prenez ouche. Déchirez ouche. Amorcez. Fermez. Net. Arme gauche. Voilà. D'où l'expression passer l'arme à gauche, parce que le soldat n'a plus de défense. Cartouche. Non. Tirez, guette, bourrez, remettez, guette.
portée, arme. Alors ici, c'est directement aussi le combat. Armée, joue, feu, portée, arme. Et là, ça prend une petite minute, ça prend 40 secondes, Voilà. quand c'est bien décomposé. Voilà. En temps réel, c'est un bon tireur. Et si vous avez les bonnes conditions atmosphériques, ça veut dire s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de pluie. Et au passage, vous avez noté que les ordres se font comme dans toute armée, puisque c'est oral, en insistant sur la dernière syllabe, ouche au lieu de cartouche. Oui, donc on prononce que la dernière et on insiste fortement. Quelques exemples comme ça. Donc pour porter l'arme et pour bien se faire entendre aussi, parce que ici ils sont 4, mais vous imaginez quand ils sont 120, donc ils prononcent l'arme, c'est porter, donc c'est très long. Le soldat a le temps de réfléchir, hein, il faut porter. Et puis le mouvement exécutif, c'est arme. Donc directement, c'est le côté militaire de porter et faire le mouvement directement. Sur la position, on a vu que c'est un tir où le soldat, le grenadier reste debout. On a aussi dans l'idée, et ceux qui ont collectionné les soldats Airfix l'ont aussi, que dans les armées napoléoniennes, on pouvait tirer agenouillé. Pas vraiment, enfin ça dépend des armées. Alors non, le problème c'est que c'est trop lent. Dans le règlement il est stipulé, mais en terrain ça se fait pas, quoi. C'est pas possible. Donc l'homme s'abaisse, ça met trop de temps et je crois que c'est Foy qui explique qu'ils l'ont jamais utilisé, quoi. Mais l'armée anglaise bien. L'armée anglaise, pour former les carrés, les 2 premiers rangs se genoux. Et alors, il y a encore un mot sur les types de charges. Donc, il y a la charge réglementaire en 12 temps, 18 mouvements, qu'on vient de voir, qui va donner 3 mouvements. Un bon tireur peut tirer combien de coups à la minute ? Alors, un bon tireur peut tirer 2 coups, maximum 3 coups s'il est vraiment excellent. Et ça, c'est dans une charge dite précipitée ou à volonté ? À volonté. Ça, c'est ça. Donc, vous ouvrez une fois le feu et après vous faites charge à volonté et le soldat va tirer à son rythme un maximum de fois, quoi. Et au roulement, donc le soldat, il va entendre le roulement, il sait qu'il doit charger son arme et la porter. Très bien. On peut peut-être passer aux côtés des Alliés, aux Anglais et aux Hollando-Belges, comme ceci. On a déjà évoqué que les balles anglaises étaient d'un diamètre un peu supérieur aux balles françaises. Est-ce que c'est la raison de ce que l'on peut trouver dans la littérature, à savoir des mentions de gens disant que le feu anglais était plus puissant que le feu français ? Ouais. Ça peut faire partie d'une conséquence que cette balle est plus grosse et qui a plus d'impact. Mais il faut savoir aussi que ces Anglais étaient des armées professionnelles, tandis que le français était aussi un conscrit. Et je pense que le feu anglais avait une précision et une consistance plus impressionnante que le tir français, quoi. Ça, c'est moi. Hein. J'aime beaucoup la pensée du général russe Souvarov, mais ça nous fait revenir au combat à la baïonnette, au corps à corps ou pas, qui dit « la baïonnette est sage, la balle est folle ». La balle, vous ne pouvez pas la maîtriser. Elle part dans tous les sens, ou alors il faut vraiment être très, 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 très près. La baïonnette, c'est plus sûr, mais on vient de dire que dans la pratique, une des 2 troupes reculait, en fait. Ça ne se passait pas comme ça. Et de toute façon, et on arrive, et ce sera peut-être le mot de la fin, c'est que dans une vraie, en conditions réelles, il y avait une telle fumée qu'on voyait en réalité pas grand-chose. C'était le problème à l'époque. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a des couleurs aussi bien distinctives. Et on a, y compris à Waterloo, des cas de troupes amies qui se sont tirées quand la liaison a été faite entre les Prussiens et les Anglais, qu'entre les Hollando-Belges et les Anglais. Il y a eu des tirs qu'il a fallu arrêter parce on voyait rien. Et il faut bien se rendre compte de cela. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous demande d'applaudir.